Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde consacrée donc à un sujet, je dirais ô combien complexe, de la vulgarisation scientifique en bande dessinée. Pourquoi faire des images sur tel ou tel sujet, complexe ou moins complexe, abordable ou moins abordable par le public et le lecteur habituel de la bande dessinée. Donc je vais commencer goujatement à ma gauche par Jérémy Royer, donc, et entre autres pour son nouvel opus donc, sur les traces de Darwin. Donc il va nous expliquer un petit peu comment il a abordé tout ça. On va avoir quelques petites images qui vont tourner en random. Après, je vous invite aussi à ne pas hésiter à lever la main pour une question, pour rebondir sur un sujet, sur une réflexion de ces chers dessinateurs, parce que là, du coup, on se retrouve avec 3 dessinateurs et dessinatrices, donc on va aussi parler de dessin, puisque la bande dessinée, quand même, reste encore un médium, disons, à exploration infinie, et j'espère qu'on pourra évoquer les projets et puis les envies de chacun et chacune. Donc Jérémy Royer, donc, à côté d'Héloïse Chauchois pour La Fabrique des Corps, que l'on a pu aussi déjà un petit peu, dont on a pu un peu aborder le sujet déjà l'an passé, si je me souviens bien. Enfin, il y avait quelque chose dans les tuyaux. Et Marion Montaigne, donc sur sa production Prolix, dont le dernier en date, si je ne me trompe pas, la combi de Thomas Pesquet. Tu vas nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé pour se glisser à 2 dans cette combinaison. Marion, justement, alors on va peut-être commencer par toi. Moi, en tant que, sur l'aspect dessin, bande dessinée et science, c'est pas forcément ce qui me paraît évident dans la même phrase. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à coupler les deux et comment se fait la rencontre? Alors, si tu peux un petit peu parler de ton parcours déjà en tant que dessinatrice et les premiers émois pour la science, du coup. Ça marche? Oui. Moi, c'est plutôt, ouais, c'est un peu les deux. C'était en parallèle. Je dessinais pas mal, mais j'aimais bien la biologie. J'ai hésité entre les deux en fait, et j'ai choisi le plus inquiétant pour les parents, c'est-à-dire j'ai pris la BD. Et après, je continuais à me documenter, à lire des livres, et comme je saoule tout le monde quand je lis des trucs, souvent à table d'ailleurs, je dis j'ai décidé d'en faire des articles en fait, et c'est comme ça que j'ai commencé le blog Tu m'auras moins bête, qui racontait un peu ce que c'est comme si je racontais à des amis ce que moi j'ai compris en fait. C'est pas docte, une position de supériorité de quelqu'un qui sait et les autres ne savent pas. C'est juste que c'est l'enthousiasme d'avoir appris quelque chose, et petit à petit ça s'est un peu spécialisé parce que j'ai pu rencontrer des chercheurs, aller voir dans des labos, et après je racontais ce que j'avais vu, et toujours avec humour, et de fil en aiguille, c'est allé trop loin. Il y a même, après, c'est Thomas Pesquet qui a lu la BD, et résultat, voilà. Mais c'est vraiment une approche très joyeuse, en fait, le plaisir d'apprendre, mais d'apprendre des choses et de découvrir des domaines qui, à la base, n'est pas le mien, en fait. C'est très différent de l'univers artistique. Enfin, dans sa pratique de tous les jours. Donc c'est plus une démarche personnelle qui finalement a trouvé écho dans le public à un bon moment en fait. Ah oui, c'est extrêmement égoïste. Non mais en fait, je pars de moi dans mes interrogations, ou dans même mon ignorance en fait. Dans la combi de Thomas Pesquet, moi j'avais une image des astronautes très étoffe des héros. Enfin, j'avais que ça comme image, et je pense que le grand public avait à peu près ça. Des pilotes super forts qui vont piloter des trucs qui vont très vite. Et en fait, dès les premiers jours, quand j'ai pu aller dans le centre européen des astronautes, très vite, quand vous voyez les lieux, quand vous voyez les salles d'entraînement, quand vous découvrez qu'il y a des entraîneurs d'astronautes, déjà c'est bizarre, vous découvrez un autre monde qui entre en collision avec l'image que vous vous êtes fait. Et donc moi, je prends mon image
mentale, je me dis que c'est à peu près l'idée que tout le monde a et je la déconstruis comme moi ça se déconstruit quand je rencontre ces gens-là en fait. On est à 2 doigts de la démystification finalement alors. Ah oui, j'adore démystifier. Oui. Je détricote. Non, mais j'aime bien en effet montrer les coulisses. J'aime pas trop la géographie, dire que tout le monde est enfin que tous les chercheurs sont formidables, comme si ils avaient trouvé tout d'un coup que c'est des génies avec des barbes souvent, que c'est des grands monsieur sages. Qui étaient très sympathiques. Non, des fois, ils étaient complètement... Enfin, pas tous, mais ils avaient leurs failles parce qu'ils sont humains, ils ont leurs doutes, ils ont leurs échecs. Et moi, je trouve ça intéressant de rencontrer encore plus les astronautes. C'est vraiment l'image du héros viril parfait. Montrer qu'ils en bavent aussi comme tout le monde. Bon, un petit peu moins peut-être que parce qu'ils sont assez costauds, mais enfin moi je pourrais pas faire ce qu'ils font. Enfin, je pense que les 3/4 tiendraient pas 2 semaines leur mode de vie, mais c'est quand même dur. Enfin, montrer qu'en coulisses, ils se font électrocuter les muscles, ils passent des heures à réviser des trucs très pénibles en russe. Il y a un petit côté, il faut c'est un peu hard, quoi. Et quand en démarrant, disons, ton approche scientifique de la bande dessinée, finalement, on pourrait presque... quand tu te rends compte que le public réagit, qu'il y a des réactions, enfin, j'imagine en premier vis-à-vis du blog, vis-à-vis de ce que tu pouvais publier comme type de dessin, est-ce qu'à un moment donné, tu te poses la question de... Donc ça manquait, finalement? Oui, il y a une fois, un journaliste m'a demandé si j'avais fait une sorte d'étude de marché. J'avais remarqué un manque et que je m'étais plongé dedans, mais j'ai pas du tout les capacités sociologiques pour faire ça. J'essaie de faire déjà à peu près bien, à peu près un truc que je vais réussir à porter à bout de bras sur des années sans m'épuiser. Donc il faut trouver. C'était plutôt une envie, moi, personnelle. Il y avait un éditeur la première fois quand j'ai proposé le blog, je dirais pas le nom, mais il y a 10 ans, 7, 8 ans, je lui avais proposé le blog. Il m'a dit mais ça intéresse qui en fait tout le monde s'en fout. Personne ne se pose des questions comme ça, t'es taré quoi en gros. Et puis petit à petit, ils ont dû se rendre compte que si les gens se posent des questions, aiment comprendre, aiment savoir. Alors après, c'est qu'il y a, oui, en effet, une curiosité. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Le public est curieux. Il aime apprendre, même passer 12 ans. Alors une petite question sur cet aspect justement humoristique, ton humour qui passe donc dans les dessins. Et le côté, entre guillemets, pédagogique, en fait. Est-ce qu'il y a de temps en temps un aspect pédagogique qui prime obligatoirement et qui, du coup, te fait renoncer à un gag beaucoup trop potache où tu te dis, non, là, on va peut-être pas comprendre, finalement, l'aspect pédagogique de ce que je veux montrer? Non, c'est plutôt en amont. J'ai évité des sujets sur lesquels on rigole pas trop, quoi. Enfin, c'est pas évident de rigoler sur certaines maladies, etc. Je vois pas du tout. Moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait des sujets qui te ça semblaient dépend tabous. Ça dépend lesquels. Mais c'était quoi la question? Savoir si de temps en temps, presque tu t'auto-censurais pour rester sur le côté pédagogique. Non, parce que j'essaie de choisir en amont. J'ai plutôt d'autres questions, c'est-à-dire est-ce que ça va être visuel? Est-ce que ça va être pas trop long? Par exemple, quand vous vous lancez sur quelque chose qui aborde plutôt la physique ou les trous noirs, là vous vous dites, vous savez pas quel est le niveau, le background des gens, donc peut-être que vous devez récapituler ce qu'est un atome, molécule, etc. Donc il y a toute une introduction à refaire. Donc il y a des sujets plus ou moins faciles. Le biologique, c'est plus évident parce qu'on a plus un corps, on a tous déjà été malades, on se pose tous des questions sur notre transit, etc. Donc à ce niveau-là, moi je pense que moi j'utilise l'humour pour désacraliser aussi parce que c'est pour un public qui va pas passer une thèse en médecine avec ma BD. Je sais que espérer, ouais. non, parce qu'ils vont pas aller très loin. Non, mais parce que des fois, des scientifiques, ils croient que parce que c'est de l'humour, c'est de la moquerie et que ça va pas être sérieux. Moi, je vois ça comme des échelons, en fait. On va pas chercher à... Moi, je peux pas
Enfin, on vise pas des études de haut niveau, c'est juste pour des gens qui ont peut-être appris au lycée comme moi et qui aiment toujours ça, mais qui n'ont pas pu en faire ensuite dans leur métier de tous les jours et qui ont juste besoin d'échelons pour leur donner envie après d'en savoir plus, pour juste donner la curiosité. Alors Héloïse, même punition, un petit peu ton parcours et puis effectivement comment on arrive à la fabrique du corps. Moi au début c'est pas très différent du parcours de Marion parce que j'ai fait un bac S, j'aimais bien les sciences, je faisais du dessin. Oui, j'espère que vous avez quand même tous ça en commun, c'est pas sûr. Alors justement, l'attrait du dessin et a priori des sciences. Et seulement du coup je me suis orientée vers des études d'illustration à post-bac. Je suis rentrée dans une école d'art appliqué et donc là j'ai vraiment j'ai fait de la bande dessinée. Mais j'ai eu la chance que dans cette école il y ait une formation un peu plus après qui s'appelle c'est un peu barbare, ça s'appelle le DSA-DIS, c'est-à-dire donc diplôme supérieur d'art appliqué option design d'illustration scientifique. Et je me suis dit, mais c'est parfait parce que j'aime la science, j'ai pas pu en faire parce que bon là, et que je suis de faire de l'illustration, pourquoi pas en profiter pour mettre au service de la communication scientifique tout ce que j'ai pu apprendre. Excuse-moi, mais ce qui est assez quand même troublant, c'est que tu viens de dire j'ai été obligé de faire de l'illustration. J'ai bien entendu ça. Non, excuse-moi, j'ai entendu le mot obligé. Non, j'ai choisi de faire de l'illustration parce que en fait j'aimais bien les maths, mais pas à ce point-là. Je ne voyais pas faire mon métier, j'aimais bien ça, c'était fun, j'ai beaucoup apprécié faire des maths, mais je ne me voyais pas devenir mathématicienne. Bon, donc j'ai choisi de faire de l'illustration, ça j'avais plus envie d'en faire mon métier. Et voilà, et du coup je me suis dit super, je vais pouvoir mettre au service de la vulgarisation scientifique tout ce que j'ai pu apprendre dans mon DMA illustration, et notamment la bande dessinée. Et c'est comme ça que du coup j'en ai fait, là c'est vraiment mon métier, en ce moment je fais que de la vulgarisation scientifique. Pas que par de la bande dessinée, mais vraiment que de la vulgarisation scientifique. Et donc je travaille avec des scientifiques pour la plupart des sujets. Voilà, je te laisse continuer. Non, mais c'est tout, j'ai fini. Non, mais voilà, justement, quand tu parles d'un produit vraiment destiné à la vulgarisation scientifique, comment ça se passe en fait? On commence par le scientifique ou on commence par la bande dessinée finalement? C'est-à-dire, pardon. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit tiens, je vais faire une bande dessinée saupoudrée d'éléments scientifiques ou je ne sais pas, un sujet m'intéresse et je vais essayer d'en faire quelque chose seul dans mon coin? Ou à quel moment c'est vraiment de la vulgarisation? Moi, ça dépend certainement beaucoup des personnes. Moi, jusqu'à présent, mes clients, c'était les scientifiques. C'est-à-dire que c'était eux qui avaient un besoin d'images et de communiquer, de parler de ce qu'ils étaient en train de faire, et du coup, qui faisaient appel à moi. Donc, c'est pratique parce que du coup, il y avait c'est eux qui savent les choses. Et c'est comme ça que j'ai fait de la communication scientifique. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin par les scientifiques d'images, et moi, je répondais à ce besoin. Alors, d'un point de vue totalement matériel, le premier contact se fait comment? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de scientifiques qui fréquentent les salons de bande dessinée. Enfin, il y en a quelques-uns, mais généralement ils viennent camoufler en geek. Voilà, moi le premier contact c'était aussi avec un scientifique qui s'appelle Julien Bobrov qui travaille avec, qui fait la physique autrement et qui travaillait en partenariat avec ma formation à l'école. Donc il avait fait des workshops avec nous, donc c'était pratique parce que lui il sait qui contacter. Et sinon, franchement, de temps en temps je reçois des mails de scientifiques qui arrivent qui s'intéressent à la bande dessinée, à l'illustration et qui trouvent les contacts facilement sur internet, etc. Voilà, je sais pas donc trop. Il y avait une vraie perméabilité entre les deux mondes. Ouais. Et Jérémy, par rapport à ton approche, donc je dirais de vulgarisation scientifique, mais c'est vrai que tes récits, c'est quand même avant. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est quand même le voyage. C'est que ce soit le voyage biographique ou presque le voyage tout court. Comment dans ton parcours et comment c'est arrivé tout ça? Alors effectivement, moi c'est plus une approche. Alors moi je suis le dessinateur et Fabien Groslo est le scénariste. On a fait un album précédent qui est sur Jean-Jacques Audubon, un ornithologue français qui est assez connu dans la région de Nantes, car il a passé sa jeunesse. Et ensuite on a fait Darwin. On a choisi ces personnalités, parce qu'on voulait parler de voyage. Il s'est trouvé que c'était des scientifiques, des naturalistes,
Et ça a été quelque chose en plus. Donc l'approche par rapport à ça, c'est plus une approche vraiment artistique et quelque chose. On voulait, comme le disait Marion, voir un peu plus les personnalités et voir leurs défauts aussi. On voulait pas juste montrer que c'était des personnes exceptionnelles, et on voulait parler aussi de la personne plus que de la science. Alors, par exemple, dans Darwin, on raconte que le voyage qu'il a fait sur le Beagle quand il avait 22 ans. Donc toute sa théorie, elle vient beaucoup plus tard, donc on ne parle pas de tout ça. C'est pendant son voyage qu'il a eu le déclic de la théorie de l'évolution, qu'il a commencé un peu à réfléchir à tout ça, et c'est plus tard qu'il a écrit sa théorie. Mais on prend plus l'aspect du personnage, du scientifique qui viendra beaucoup plus tard. Mais voilà, on parle plus on prend cette approche-là en tout cas. Et quand tu dis on, c'est-à-dire que vous concevez vraiment, vous choisissez le sujet ensemble, ou comment s'est fait la relation donc avec le scénariste à ce moment-là? Alors, pour le premier album, l'album précédent, sur Audubon, c'est moi qui suis allé vers Fabien, et on a essayé de penser. C'est moi qui lui ai demandé de me faire un scénario en fait, et il m'a donné 2-3 noms. Il m'a donné Darwin, Stevenson et d'autres noms. Et moi, je voulais pas faire justement sur Darwin parce que je le connaissais pas. Enfin, je le connaissais comme tout le monde, mais pour moi, c'était un vieux barbu pas intéressant, que j'avais pas envie de raconter quelque chose comme ça. Comme les scientifiques de Marion, quoi. Ouais, oui, voilà. Oui, c'est ça. Ça m'a fait un peu penser à ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, je voulais pas. Et, Stevenson, peut-être, parce que là aussi, c'était un voyage, aussi, c'était quelque chose que j'aurais aimé raconter. Et du coup, moi j'ai entendu un petit truc à la radio sur Audubon que je connaissais pas du tout, et j'ai proposé à Fabien et on est parti là-dessus. Et c'était effectivement l'attrait du voyage. Il a été aux États-Unis en fait, Jean-Jacques Audubon. Il a fait un livre sur les oiseaux qui est très connu aux États-Unis en tout cas, et ici. Donc voilà, on voulait un peu raconter juste le voyage, etc. La collaboration, je dis on, parce que c'est surtout Fabien qui écrit l'histoire. Moi, je suis que la main, je suis que l'exécutant. Mais en tout cas, de temps en temps, je pouvais aussi apporter un peu ma patte au scénario, mais pas tant que ça, parce que Fabien est très directif. Et ton graphisme, je trouve, se prête très bien à ce type de récit. Est-ce que ça t'a obligé justement à te poser des questions, même du point de vue du graphisme, comment aborder ce type de récit sans, est-ce que ça t'a amené des contraintes supplémentaires? Alors, au début, j'ai eu un peu peur. Parce que j'ai eu un peu peur par rapport par exemple, à Darwin, ou aux personnes de science qui connaissaient bien Darwin. Faut être assez exact sur les animaux, la représentation de tout, la faune, la flore, etc. C'est pas anecdotique, on peut pas se tromper. Mais après, je me suis dit, faut pas trop que j'en fasse non plus. Faut pas que c'est pas mon style, c'est pas mon genre de dessin. Donc c'est là que peut-être ma vulgarisation intervient un peu dans la BD, c'est que j'essaye un peu de faire à ma manière, et finalement le retour des lecteurs, il est que voilà, ils apprécient le livre, et c'est pas forcément j'ai pas eu de personnes qui m'ont dit non, c'est pas comme ça, ou c'était pas exact. Parce que, pour toutes les trois, tous les trois, j'imagine que on a toujours forcément à un moment donné cette appréhension, même si c'est validé par certains collaborateurs ou autres, de savoir si le sujet scientifique va être présenté dans sa totalité, ou s'il y a des défauts d'interprétation que vous auriez pu laisser passer dans le dessin ou dans la création du livre.
Est-ce que vous avez eu des retours de temps en temps sur des mauvais commentaires là-dessus, sur cet aspect scientifique, hein, pas sur l'humour pas compris, hein. Oui. Oui, il y a des commentaires. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a des commentaires, je me dis, ah, je me suis trompée. Et en fait, en redemandant à des spécialistes, le spécialiste dit non, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention aux spécialistes autoproclamés. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire le tri, parce qu'il y en a qui disent aussi n'importe quoi en étant persuadés que c'est vrai. C'est pour ça que moi je mets les sources, parce que j'estime que je me suis peut-être plantée de source déjà. Puis les sources évoluent. Quand je relis des vieilles BD, je me dis la source elle n'existe même plus. Entre-temps, la science elle a découvert d'autres choses. Donc il faut être transparent. Enfin, quand on se plante, je crois que des fois j'ai fait des erratums aussi. Mais c'est un peu le jeu. Enfin, mais j'ai jamais eu un gros truc vraiment, entre se tromper sur des petits détails, sur des calculs ou des chiffres, et vraiment dire une horreur qui est vraiment fausse. Il y a quand même un juste milieu. Après, des fois, quand je travaille avec les chercheurs, je fais relire à la personne avec qui j'ai travaillé. Alors après, c'est son point de vue. Il y a des collègues qui ne sont pas d'accord avec eux. Il y a différentes branches. Ça, c'est génial parce que quand j'ai un commentaire insultant, je l'envoie au chercheur et j'attends. J'ai hâte d'avoir la réponse. Il s'en occupe. Mais non, c'est jamais très violent. Non, sinon faire relire à quelqu'un de confiance qui s'y connaît, mais ce sera aussi son point de vue parce qu'ils, même entre eux, les chercheurs sont pas d'accord, donc la vérité, Oui. et je sais pas où elle est. Et Héloïse sur. Non, mais c'est quand même plus. C'est très bien dit. C'est vrai que moi, comme je travaille souvent, la demande vient des scientifiques qui sont là pour relire, mais en effet, on n'est pas à l'abri que quelque chose passe. Et puis surtout, ça dépend aussi à qui on s'adresse. C'est-à-dire que si on s'adresse au grand public, forcément, va y avoir une certaine réduction d'informations. C'est normal parce qu'on peut pas faire une thèse. On peut pas tout dire. Voilà, on peut pas tout dire. Et c'est vrai que ça dépend aussi de la personne. Moi, c'est vrai que j'ai eu des retours d'un spécialiste sur le cerveau qui du coup trouvait que c'était pas très complet. Mais oui, en effet, ça dépend, je pense, de ce qu'on cherche aussi, à qui on s'adresse et ce que la personne qui lit la bande dessinée cherche dans ce qu'on a à lui dire, peut-être. Et toutes les deux, par exemple, sur vos collaborations, comment ça se passe sur l'idée un scénario quand même, disons un fil conducteur du livre, comment on va aborder un sujet, comment on va y tourner autour, comment on va le présenter au niveau du public? Pour la combi de Thomas Pesquet, l'idée c'était surtout comprendre ce métier en fait. Donc ça c'est assez facile parce qu'il y a tellement de choses en fait. Tout est intéressant. Donc à ce niveau-là, j'ai même oublié la question, mais tant pis, j'y vais en roue libre. Donc non, pour le scénario, en gros, moi l'idée c'était de prendre un personnage, un fil conducteur et de raconter en gros sa mission. Et c'était pas évident. Je me cachais un peu sous la table quand j'ai fait relire à Thomas Pesquet les premières planches parce que je le représentais lui, je représentais sa mère, sa copine que j'arrive toujours pas à dessiner. Et donc j'étais hyper gêné parce que je savais pas comment il allait le prendre, mais il l'a pris assez bien parce que ça mettait en avant des anecdotes qu'il m'avait racontées. Mais à ce niveau-là, c'était presque pas facile avec Pesquet, mais parce qu'il était assez cool. Mais il y a des chercheurs, en effet, qui ont du mal à comprendre la liberté du dessin. C'est parce que moi, je me souviens d'un biologiste qui disait, mais vous mettez quand même des jupes à des bactéries. Et je fais, mais pourquoi? Enfin, en plus, on fait des analogies. Par exemple, la cellule a une paroi et il disait, ça s'appelle pas comme ça. Et il faut un peu être l'avocat du public, j'ai envie de dire, parce que entre avoir toute l'information pure mais incompréhensible et vous allez perdre tout le monde, et un peu la simplification, lâcher un peu du mou, ce sera pas, on va faire des généralités mais au moins on n'aura pas perdu les 3/4 des gens.
Tous ne comprennent pas. Et il faut négocier ou tant pis, faut faire à votre manière, mais ou trouver des gens qui comprennent votre démarche. Et moi, j'ai déjà eu des chercheurs qui m'ont dit non, mais c'est faux. Dire que près d'un trou noir, on s'allonge comme un spaghetti, c'est faux. Tu meurs, point barre. Arrête de faire croire aux gens qu'ils vont se transformer et s'étirer. Mais ce genre de personnes, moi, je vais pas faire une BD avec eux parce qu'ils comprennent pas que l'idée de faire un peu rêver, enfin faire rêver, donner envie, quoi. Si on s'adresse à un enfant de 8 ans, lui dire tu meurs, bon bah oui, bon pourquoi pas, mais je veux bien, mais voilà, c'est pas, ouais, visuellement c'est déjà ça manque un peu de funky. dramaturgie, quoi. Oui, mais c'est des petits trucs qui donnent envie. Évidemment, c'est pas vrai, mais c'est ce qui fait l'étincelle que peut-être qu'on s'accroche et qu'on a envie de continuer. Donc c'est vraiment un dialogue, trouver les bons interlocuteurs et puis bon, après aussi respecter, prendre des libertés tout en respectant. Donc, Et alors, tu as parlé de la réaction du public, de la réaction des scientifiques avec lesquels vous travaillez, et la réaction de l'éducation nationale. J'imagine que vous êtes invité certainement dans des classes, vous êtes invité à parler des livres, que les livres sont peut-être pas interdits en CDI. Est-ce que vous avez eu des retours un petit peu là-dessus ? Comment est-ce que vous allez influencer nos petites têtes blondes ? Alors moi j'ai des fois des profs de biologie qui utilisent certaines planches, qui me demandent des autorisations. Oui, moi je vois pas, enfin ça me flatte. J'aimerais bien que ma prof de bio apprenne qu'on utilise mon travail. Non, mais sinon, moi je trouve que des fois ils sont très prudes, mais c'est normal, c'est l'éducation nationale. Mais enfin, je fais un peu à ma manière. Je pense pas, par exemple, au public. Je me dis pas, ah mon Dieu, si je dessine des gens tout nus ou une reproduction bien frontale, je me dis pas, ah mince. Ah, ça va pas passer en classe de 6e. Enfin, je m'en fiche totalement. Je pense qu'ils gèrent après. Je fais ce qui est le plus efficace. Puis après, non, j'essaye de pas faire pour des institutions parce que j'essaye de faire ce qui est le plus. Moi, ce qui m'intéresse en tant que lectrice, mais pas du tout pour une institution. Sinon, c'est le meilleur moyen pour faire des choses chiantes, je pense. Enfin, un peu plus dirigé, un peu plus. Ouais, je suis ingérable. Garder cette liberté. Et alors, si ça fonctionne depuis quelques années, donc il manquait quoi finalement ? Est-ce que si on te repose la question aujourd'hui, est-ce que pour que la vulgarisation scientifique soit, disons, aurait pu être sans vous ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu en fait ? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme approche scientifique, que ce soit en bande dessinée ou en image ou d'une manière un peu plus pédagogique au niveau de nos manuels scolaires ? Ça c'est de nouveau pour l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer là-dessus pour que ce soit... Dans tous les supports. Oui, du point de vue support, du point de vue des supports scolaires. Il faut une volonté. Je pense à la télé qui a retiré C'est pas sorcier, c'est une honte. Je pense que les chaînes pensent qu'à partir du moment où on va apprendre, ça va être chiant en fait. Donc c'est faux, on peut parler de choses techniques, on peut parler de chimie, etc. C'est pas synonyme de relou, c'est passionnant, mais je sais pas ce qui leur passe dans la tête. Ils sont persuadés qu'il faut faire ça rigolo. Alors après, ils ont essayé de faire un truc affreux qui s'appelle l'Atelier avec Valérie Damido, je sais pas si vous avez vu, où vraiment de la science vraiment horrible, où il posait des questions du genre est-ce que les oignons changent l'odeur des pieds par exemple si je mange des oignons. Donc il y a un gars, il mangeait vraiment des oignons et après il lui sentait les pieds sur le plateau. C'est ridicule, enfin c'est complètement débile. Et c'est ça la science à la télé et je trouve ça honteux. Donc c'est vraiment la question, c'est quelle est la volonté, ou est-ce qu'on prend le public pour des débiles, ou je sais pas trop. Ça me met en colère, je suis désolée. C'est une question qui reste ouverte. Jérémy, un commentaire. Je rejoins un peu Marion, mais dans le fait que je pense que l'éducation nationale a un peu peur aussi de la bande dessinée, dans le sens où c'est un peu trop enfant, alors qu'on peut apprendre plein de choses avec la bande dessinée, et c'est peut-être un moyen aussi assez intéressant justement de découvrir des choses.
ne serait-ce que, même si c'est pas que sur la science, mais il y a d'autres choses à lire. Et je pense qu'en tant que dessinateur, c'est un moyen important de faire de la bande dessinée et de faire un sorte de pont justement entre, par exemple, la science et l'éducation. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à créer que voilà, je pense que ce serait intéressant de développer plein d'idées, plein de choses là-dessus. Mais après, voilà, effectivement, peut-être l'éducation est un peu frileuse. Enfin, voilà. Et en même temps, le fait de faire de la vulgarisation scientifique, moi j'ai l'impression qu'il y a tout un pan du public qui normalement lit pas trop de bande dessinée, qui se dit ah c'est bon, là je peux lire de la BD parce que c'est quand même un petit peu sérieux. Et du coup, j'ai le droit de m'y plonger. Et c'est pas plus mal parce qu'on peut se dire que à partir de là, avec un peu de chance, ils vont se mettre aussi à lire plein d'autres bandes dessinées et pas que des BD didactiques. Espérer, oui. Tu veux dire que grâce à vous, la bande dessinée devient des vrais livres, c'est ça? Ouh là là. Attention, la bande dessinée c'est des vrais livres, hein. C'est un genre noble. C'est autre chose, c'est pas un vrai livre. C'est qui allie la lecture de l'image et du texte, hein. C'est même 2 niveaux de lecture, c'est pas n'importe quoi. Oh, le débat, attention. On va se mettre en colère. Et par rapport à la technique, donc, Jérémy, quand on voit tes planches, on a qu'une envie, c'est voir un bestiaire, voir une encyclopédie complète naturaliste. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie? Est-ce que dessiner d'après nature? Ben, pourquoi pas faire un bestiaire? S'il y a des naturalistes dans la salle, je suis preneur, au musée. Mais c'est pas d'après nature, très peu. Je suis pas un dessinateur naturaliste. C'est presque un métier à part. Moi, j'habite à Bruxelles, donc voilà, j'habite en ville. Il y a des choses que je peux dessiner facilement, mais après, c'est plus difficile de prendre du temps, d'aller dans la nature pour essayer de dessiner tout ça. Mais en tout cas, moi, l'idée de faire un bestiaire ou des choses comme ça, enfin voilà, j'ai toujours aimé dessiner les animaux, la nature, tout ça. D'ailleurs, quand Fabien me fait des scènes d'intérieur, des trucs avec dans une maison, je déteste ça, je bâcle totalement, je vulgarise, voilà, aisément, oui, voilà. Donc, ouais, non, c'est quelque chose qui m'attire et enfin voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et alors, du point de vue technique, tu travailles comment en fait? C'est tout simple, c'est du A4, c'est du crayon. Après, je scanne ma page et je mets de la couleur à l'ordinateur, quoi. D'accord. D'une manière Tout totalement autonome. Voilà, autonome, je fais tout moi-même. Pas de carnet de croquis en extérieur, aquarellé, donc. Non. Sauf dans les rues de Bruxelles, peut-être. Non. Bah, de temps en temps, je croque un peu les gens que je vois comme ça. Et ça me sert un peu quand il y a 1000 visages à faire. Oui, en termes de formation, vous continuez à dessiner, entre guillemets, pour de la formation? Enfin, je sais pas, un atelier de nu avec les copains ou je sais pas. Alors, je dirais pas ça, mais par contre, je sais que moi j'ai le dessin un petit peu compulsif de toute manière, donc c'est juste que quand il y a un bout de papier, un crayon et que juste on sait pas quoi faire pendant 5 minutes, c'est un peu naturel. En tout cas, c'est quasiment de la nervosité, mais du coup, je pense que ça doit aider à continuer à se... Alors, pas tout le temps non plus, mais ouais, c'est... Et Marion? Non, pas du tout. En dehors du travail, non, je fais d'autres choses. Mais pour la prise de notes, ça dépend si je peux prendre des photos ou pas. Là, je vais faire des croquis, mais ça va pas être poussé. Non, parce que je me dis, faut l'exercice, il faut que je mette tout dans l'histoire en fait. Après le dessin, ça ira. Si l'histoire est bien, le dessin passera. Donc j'essaye pas d'être une super méga brute, je crois que ça se voit en dessin. Mais en fait, si, j'ai fait des études. Si je veux, je pourrais vraiment... mais je trouve que c'est pas l'important. Pour moi, c'est vraiment l'info. D'ailleurs, mes brouillons, c'est plus des brouillons de texte que
et le dessin vient après. Et je me dis que l'important, c'est que ce soit vivant, mais je suis un peu une feignasse. C'est un peu un discours qui fait écho à celui de Lewis Trondheim, un petit peu sur entre le dessin, le récit, la véracité et la pertinence du trait, quelle que soit la figure représentée, quoi, en fait. Mais après, c'est d'autres objectifs. Je comprends que pour un travail plus naturaliste, ça dépend du propos, en fait. Le dessin est au service du propos et on s'adapte. Quoique pour les astronautes, oui, je me suis un petit peu mis plus la pression parce que je me suis dit que c'était très technique. Donc je me suis un peu plus appliquée. Mais pareil, les prises de notes sur place, comme j'ai pu faire des déplacements sur différents lieux, les gens étaient surpris, je dessinais peu, mais je notais tout ce qu'ils disaient par contre, pour savoir, parce que je me disais, mais comment se parlent des astronautes entre eux? Est-ce qu'ils se font des blagues? Est-ce qu'ils ont... Et je notais plutôt comment les gens se parlaient, plutôt que des trucs visuels, parce que ça, c'était très, très documenté, je pouvais le retrouver. Donc, non, je les espionnais en vrai. Et quand même une petite question, est-ce qu'en dessinant, tu te marres toute seule? Ouais, des fois, ouais, j'avoue. Mais des fois, j'ai honte, hein. Moi, j'ai honte moi-même. Des fois, c'était vraiment nul. Je me dis, t'es vraiment la bigarre de la BD, c'est naze. Et je le peux, ouais. Il y a plein de rebuts que je mets pas. Bah oui, sinon... Ou je ne ris très très intérieurement, très au fond. Parce que sinon, C'est quand je même suis pas morte de rire. Donc. C'est quand même certainement important que les blagues qu'on fait nous fassent d'abord rire à nous, parce que si ça te fait pas rire, Ah, toi, ça fait sourire. Oui, non, voilà. Je suis pas en train de me rouler par terre dans mon atelier. Et sur quoi travaillez-vous en ce moment tous les trois? À part l'entretien de votre foi au bar des Utopiales. Je travaille sur une adaptation d'un roman de l'école des loisirs. Et c'est un roman sur... j'arrive pas j'ai pas encore le pitch parce que je veux pas spoiler. Et du coup, c'est un beau-père qui arrive dans une famille où il y a deux sœurs qui sont... Voilà. Et voilà, il va se passer des choses un peu. Voilà, j'en dis pas plus. Je peux pas. Et un peu pour la jeunesse, quoi, a priori. Oui, voilà, plus ado, jeunesse, voilà. Ça sortira chez Rue de Sèvres fin d'année 2019, voire début 2020. Combien de temps pour réaliser un album avec ta précision là? Alors, pour Darwin, on a mis à peu près 2 ans. Si je compile juste moi au dessin, j'ai dû mettre 1 an et demi à peu près, plus ou moins. Donc ça prend du temps. Ils sont chanceux ces scénaristes. Chanceux, je sais pas, parce qu'ils doivent multiplier justement leur travail pour travailler toute l'année, quoi. Mais ouais, je pense que nous, on n'a pas de chance en tant que dessinateur, parce que moi, j'ai 1000 idées et il y a 1000 scénaristes qui ont des idées aussi, et moi, j'aimerais faire 1000 BD, et du coup, je peux pas, ça me prend tellement de temps à dessiner que voilà, je suis frustré de ne pas pouvoir tout faire, quoi. Moi, je suis en train de terminer une bande dessinée de vulgarisation sur l'intelligence artificielle dans la même collection. Voilà, avec un scénariste, cette fois-ci Fibre Tigre, et un référent scientifique en intelligence artificielle qui s'appelle Arnold. Qui sévit dans le jeu vidéo, Fibre Tigre. Tout à fait. Il est partout, Il est partout, enfin, maintenant dans la BD. Mais ça promet quand même quelque chose d'assez cocasse quand même au niveau de une scénarisation. Enfin, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous ennuyer, quoi. Enfin, non, ni le lecteur. Voilà, j'espère pas. Mais moi, en tout cas, ça va. Je passe un bon moment. J'espère que le lecteur lui aussi passera un bon moment à la lecture. Et ça, c'est prévu pour quand? Sorti en mars prochain. D'accord. Donc aux Utopiales prochaines, il y aura de nouveau Fibre Tigre, même s'il est déjà là quelque part. Ok. Oui. Et Marion? Alors moi je suis en écriture pour Arte pour la saison 3 de Tu mourras moins bête, donc c'est du scénario.
Après, si tout va bien, ça entre en développement. Donc après, c'est une équipe un studio qui prend ça en charge. En BD, je suis dans ce que j'appelle le flou artistique. Enfin, c'est la phase où moi, j'ai pas 10 000 idées, j'envie ceux qui en ont plein. C'est la phase où je vais beaucoup lire. Je vais passer mon temps à la bibliothèque, je vais réfléchir, je vais regarder par la fenêtre, chercher mon avenir, je vais m'interroger sur ce qu'a besoin le monde artistiquement. Non, c'est une phase où je vais alterner entre dire que je vais faire un truc super révolutionnaire et tout arrêter et aller élever des chèvres. Donc c'est une phase bizarre. Voilà. À propos de phases bizarres, il y a peut-être des questions dans le public. Non, il n'y a pas une seule question. On va pouvoir continuer tranquillement entre nous. Madame Montaigne, tout à l'heure vous disiez que vous savez pas si certaines personnes en sixième pouvaient lire des planches pour en biologie, je sais pas. J'ai commencé à lire sur Moi moins bête en CE2. Alors, c'est drôle parce que pour la petite histoire, avec l'éditeur, quand on l'a édité, on s'est dit mais c'est pour quel âge? Parce qu'on doit donner une tranche d'âge. Et on s'est dit, on va dire ado, adulte, 15 adultes. Et ensuite, quand ça a été mis en dessin animé, en dédicace, j'ai commencé à avoir des jeunes gens plus jeunes, à ma grande surprise. Et bon voilà, vous voyez, l'éducation nationale, voilà, Qu'est-ce qu'ils font, hein l'enfant en témoigne, enfin le jeu. Voilà, la vérité sort de la bouche. Un témoignage en direct. C'est bien, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres jeunes témoignages? Un moins jeune témoignage là-bas. Bonjour. Je repensais par rapport à une œuvre de Marion Montaigne qui a travaillé avec les Pinsons Charlot, donc deux sociologues. Il y a rarement de la vulgarisation en sciences humaines et sociales. Est-ce que vous trois, vous avez des projets? Vous pensez que ça manque? Voilà. Si vous avez la collection Sociorama de Lisa Mandel, qui elle est vraiment en sociologie, donc c'est assez intéressant. Elle a travaillé sur plein de sujets, sur les chantiers, sur le travail des pilotes à Air France, je crois. Elle-même, elle a fait des BD sur les hôpitaux psychiatriques parce que ses parents ont travaillé en hôpitaux psychiatriques. Après. Ouais, il y a cette collection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Balade en philosophie chez Octopus qui vient de sortir. Donc, c'est pour Il s'en y a faire de la pub. Si, il y a de l'économie aussi, plus economics. Ouais. Si, mais plus parsemé. Non, Même dans la BD Tech, il n'y a pas que des sciences dures. Hein, Ah oui, il y a la petite BD Tech des savoirs. Oh mince, oh, mon éditeur va être content que je l'oublie. qui brosse beaucoup de thèmes. C'est très très large. Mais il n'y en a pas un sur la sociologie, je crois. En sociologie, sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur, la prostitution, le cinéma, Le punk, si je le me minimalisme, souviens bien. les zombies. Aussi, c'est large. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. D'autres questions? Bonjour, je sais pas si on m'entend bien. Juste une petite question de curiosité, savoir tous les trois, qu'est-ce que vous préférez faire en dessin et quelle est la chose que vous n'aimez pas dessiner, par exemple entre les personnages, les décors, des choses techniques, etc. Les décors. Tout. Tout ce qui est voiture, fusée, robinet. C'est l'angoisse, les Je robinets. sais pas dessiner robinet, on dirait des saucisses de Strasbourg paquées. Non, mais on fait des astuces. Mais c'est vraiment de la. Moi, dès que sommairement, dans votre cerveau, c'est dit c'est une voiture, même si on dirait un carton avec deux roues, c'est que c'est bon. Non, j'aime bien. Non, techniquement, c'est bizarre. J'aime bien faire des moteurs ou des trains d'atterrissage, mais je déteste les fusées. Donc il y a des choses un peu bizarres. Les animaux, c'est facile. Les chevaux, facile. C'est
les auteurs de BD détestent les chevaux, ça va. Ils préfèrent les femmes toutes nues, mais... Je crois que j'aime pas trop faire les combinaisons spatiales et les prothèses. C'est pas... Alors que moi, Darwin. Non, non en général, ce que j'ai dit tout à l'heure, les scènes d'intérieur, Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est voilà, les perspectives, les trucs. Et J'aimerais- là, dans mon prochain livre, j'ai quasiment que ça. Donc, mais bon, je me suis forcé, j'ai travaillé tout ça. Mais non, ouais, en général, ouais, tout ce qui est mécanique, un peu, ouais, les voitures. Bon là, dans Darwin, il n'y en a pas trop, donc ça va. Sauf, Les chevaux. mais et les chevaux, ouais, il y a plus des chevaux et ça ressemble plus à des sortes de patates avec des allumettes. Je sais pas trop. Donc ouais, En fait, on est dessinateur très mauvais, quoi. On n'aime pas notre métier. c'est horrible. Bonjour, moi je voudrais vous poser une question peut-être plus intime aux deux jeunes femmes, parce que je suis, enfin intime, je suis agréablement surprise parce qu'on m'a toujours dit que dans le monde de la BD il y avait que des hommes, et dans le monde des sciences, et notamment des sciences dures, les femmes avaient énormément de mal à se faire de la place. Donc je voudrais d'abord vous féliciter et ensuite vous demander comment vous avez fait pour en arriver là, si ça a été particulièrement difficile ou pas. Non, j'ai pas l'impression que c'était difficile. Enfin, faut pas se poser de questions, je pense. Si je m'étais posé des questions, je pense que j'aurais rien fait. C'est comme avec le recul, il y a un truc dont je suis assez fière dans la combi de Thomas Pesquet, c'est que finalement, ça montre aux filles qu'elles peuvent aussi faire des BD où elles parlent, elles sortent, elles vont à l'extérieur, elles vont voir des ingénieurs. Aborder un milieu assez... quoi qu'il y avait pas mal de femmes en fait. Chez les astronautes, il y a peu d'hommes, mais j'ai croisé beaucoup d'ingénieurs femmes. Voilà, c'était une association. Voilà, ça montre. Je parle pas de vêtements, je parle pas de petits chignons dans les cheveux, etc. Et je suis assez fière de montrer que oui, je me suis pas posé la question. À aucun moment, je me suis dit, oh là là, en tant que femme, je vais en baver, je vais me retrouver avec des ingénieurs. Je m'en fous, je débarque et je pose des questions. Et il faut qu'elle fasse ça. Et à vrai dire, ça n'a même pas été un... Parce que si je me pose la question en amont, je ferais rien, quoi. J'aurais jamais fait de boxe française. J'y vais et puis si j'aime, enfin, je veux dire, si ça m'intéresse, j'y vais direct. Mais après, sur place, des fois, ça peut être un peu intimidant parce que oui, vous vous retrouvez à une table avec... mais pas que seulement des hommes, c'est aussi qu'ils ont bac plus 12 et vous, vous avez votre bac plus 2 en dessin, donc vous posez des questions absolument débiles. Mais il faut y aller. Et après, ils sont contents, mais il faut foncer, quoi. Et ça se passe bien. Enfin, j'espère. Oui. Personnellement, c'est juste que en fait, j'ai déjà eu un début de carrière complètement improbable de chance, parce que j'étais sortie de l'école depuis pas très longtemps quand Delcourt m'a envoyé un mail pour me demander si je voulais faire une BD avec eux. Et donc déjà, ça fait que j'ai pas trop galéré, mais contrairement à ce que normalement, voilà, que ce soit garçon ou fille, normalement, on galère beaucoup plus que ça à réussir à faire publier sa première bande dessinée. Donc je suis extrêmement chanceuse de ce côté-là. Et j'ai... Après, je trouve que c'est vrai que... Non, j'ai terminé. Après, c'est vrai que je trouve que c'est tout bête, mais c'est bien d'être sur scène, par exemple, parce que ça montre aux jeunes filles qu'elles peuvent... ça, c'est un truc, des fois, qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'une petite fille, si elle voit que des hommes, etc., à une démonstration au Festival d'Angoulême, par exemple, elles se le disent pas consciemment, mais elles se disent je vais être toute seule, etc. Dans les écoles d'art, maintenant, elles sont plus de femmes. Nous, on était 3 filles pour 22 garçons. Et dans les journées portes ouvertes, c'est vrai que les filles nous disaient il y a que des garçons. On leur disait oui, si tu viens pas, ça va pas changer. Mais ça peut être intimidant. Et c'est vrai que ça, c'est un truc à Angoulême où j'ai accepté de faire des démonstrations en dessin. J'étais la seule fille parce que je m'en fous. Ça va. Et je me dis, s'il y a des petites filles dans la salle, je sais que dans leur tête, elles vont se dire, j'ai le droit. Et on se le dit, moi, petite fille,
à une période où j'ai voulu être maréchal ferrant, je l'ai pas fait, mais peut-être parce que physiquement j'aurais pu faire que des poneys, mais vous vous dites, les petites filles se disent ça, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit quand elles voient des filles, donc faut faire son boulot et voilà. C'est vrai. On peut s'intéresser aux amputations même quand on est une fille. Ouais, les amputations, les filles, c'est bien. En attendant une dernière question, moi par rapport au métier en fait, et effectivement la question de la femme dans le métier se pose quand même de toute façon, mais je crois que ça concerne malheureusement pas que de la bande dessinée. Qu'est-ce que vous pensez actuellement des états généraux de la bande dessinée, de votre propre situation par rapport à la bande dessinée en général, et accessoirement une petite projection d'ici 15 ans, la bande dessinée, c'est quoi ? Alors les états généraux de la bande dessinée ont été mis en place pour un peu faire un sondage, un état des lieux du métier de la bande dessinée. Ça a permis de se rendre compte de vraiment combien il y avait de femmes aussi. Il y avait plus de femmes, j'ai les chiffres dans mon téléphone, on était plus de femmes qu'on pensait, pas d'hommes, mais souvent plus dans des métiers plus... c'est souvent des coloristes, enfin, et mes collègues femmes sont souvent lésées dès qu'elles ont des enfants. C'est sûr que c'est toujours plus compliqué. S'ajoute à ça une paupérisation quand même du milieu, ça c'est évident, avec des prix à la fabrication. Enfin, je ne sais pas si je vais entrer dans les détails. Je pourrais vous en parler en dédicace si vous voulez. Il y a Denis Bajram aussi qui est là, qui s'est occupé des états généraux de la bande dessinée. Non, mais c'est assez pessimiste, comme beaucoup de métiers actuellement, où il y a une paupérisation, tout simplement, où on valorise la quantité sur la qualité. On est pour un boulot très technique, où on passe des heures, 10 heures par jour, voire plus. On est l'un des métiers où je crois qu'on travaille plus de jours pour un salaire moins du SMIC. Enfin, c'est hallucinant. Mais ça, je sais pas si on a le temps, mais c'est des évolutions. En plus, il y a la sécurité sociale qui part en vrille grâce à Macron. Non, faudrait faire un thème entier là-dessus. Mais donc, je suis pas la plus à plaindre, mais je suis pas plus optimiste sur les années à venir. Ouais. Oui. C'est quand même un métier assez précaire et pour l'instant ça n'a pas l'air d'aller en s'arrangeant, malgré tout. Oui, même malgré votre niche, entre guillemets, scientifique. Oh, bon, ça change rien du tout. Ouais. Jérémy, les états généraux, pas de commentaires ? C'est pas de commentaires, mais c'est juste, oui, ça me fait un peu déprimer aussi. Voilà. Je vis de la BD. Je suis content, mais je sais que voilà, tout ce qu'il y a autour, voilà, c'est compliqué. Et pourtant, l'édition, la vente de BD se porte très bien, quoi. Et les auteurs ont du mal à en vivre. Enfin, voilà, c'est un peu paradoxal, quoi. Pardon ? C'est comme l'agriculture. Voilà. Il y a beaucoup à manger, mais les agriculteurs vivent très mal. C'est à peu près pareil. Et moi, je préfère qu'on pose des questions sur le BD. Non, mais c'est quand même intéressant de savoir dans quelles conditions vont sortir les prochains livres, forcément. Oh là. Vous voulez vraiment... Ah oui, oui. Non, sur l'aspect, pourquoi pas une exploration numérique. Par exemple, Héloïse parlait de Fibre Tigre tout à l'heure, ça peut être... c'est pas la même chose, on ne conçoit pas une bande dessinée de la même manière quand elle est numérique, quand elle est éditoriale. Non, j'ai pas dit ça. Je dis que ça peut être une des pistes, entre guillemets, pour y a eu des asseoir le confort des auteurs. Il y a eu des tentatives en numérique, vous avez eu... Professeur Cyclope ou la revue dessinée qui a essayé d'être en numérique, mais souvent, et les éditeurs proposent les livres en numérique, mais elles sont pensées à la base, elles sont fabriquées pour être en papier. Nous, on les pense en A4, par exemple, on les pense pas. On pourrait les penser en cases avec des choix multiples, par exemple, mais les éditeurs font pas ça parce qu'ils vendent un objet, en fait. Donc, et puis, on s'est rendu compte qu'en vérité, ça se vendait pas trop en numérique en France. Moi, j'ai mes relevés de droit. J'ai vendu combien de BD en numérique ? Il doit y en avoir 12. Donc, en plus, je suis... Non, on va pas... Pour les revenus, on a les mêmes pourcentages, à peu près. Sur un livre qui se vend 22 €, ça ne vaut pas du tout la même chose que sur un livre numérique qui est vendu... je ne sais même pas combien c'est vendu. Oui. Peu, donc
Si vous êtes à 8%, vous pouvez faire le calcul. C'est pas beaucoup, 8% d'un livre qui est vendu combien, 10 euros 10 euros sur Internet, ouais, c'est rien. Quoi. Quand vous en vendez que 12, Ouais. c'est un festival. Bon, mais on va vous rejoindre en dédicace, surtout, pour pouvoir parler je dirais, du background de vos ateliers et puis de toutes les anecdotes dont vous nous avez régalé pendant cette petite heure. Je vous remercie d'être resté en notre compagnie. Merci pour vos beaux objets et n'hésitez pas à aller les solliciter en dédicace. Merci.